structure finale ou objectif du schéma organisationnel au niveau régional et provincial, et aussi des mécanismes de gouvernance, notamment la commission interministérielle de la déconcentration qui est présidée par le chef du gouvernement, et la CRC, la commission, ou je préfère le comité régional de coordination qui est présidé par le Wali au niveau de la région, et le Wali a une administration parallèle pour mettre en œuvre la déconcentration qui est le SGAR, le secrétariat général des affaires régionales, qui sont en cours de nomination. Et en dernier lieu, la commission ou le comité technique provincial qui existait pas mal de temps déjà avant. Mais vous avez aussi parlé des outils de mise en œuvre, notamment les SDDA, les schémas directeurs de déconcentration administrative, et qui sont programmés sur une période de 3 ans. Et bien sûr, vous avez donné les éléments de la feuille de route. Voilà donc en gros les éléments dont vous avez eu l'amabilité de nous présenter. Voilà, donc merci beaucoup. Alors je switch sur un dernier sujet, et non des moindres, c'est le sujet de la moralisation des services publics et la lutte contre la corruption. Comme vous le savez, c'est un chantier transverse dans lequel tout le monde est concerné, gouvernement, ce secteur privé, société civile et médias. Et on va voir avec M. Bahta Mustafa comment le gouvernement a abordé ce sujet. Donc, je vous donne la main. Alors, vous savez qu'on a démarré avec 20 minutes, après 30 minutes, après 45 minutes. J'espère que Bahta ne fera pas 1 heure. Donc, s'il vous plaît, donc, si on peut faire la moyenne. D'accord. Merci. À vous aussi, Bahta. Merci. Merci, Monsieur le Président. D'abord, il me faudra un effort en double pour prendre la parole en dernier lieu, mais je compte sur votre attention et votre écoute. Alors, je me réjouis de participer dans cet atelier sur la réforme de l'administration publique pour vous présenter un petit peu le chantier de la moralisation dans l'administration publique. Ce sujet très épineux et qui peut impacter tous les autres chantiers, soit de la simplification, soit de la charte des services publics, puisque la moralisation, soit il peut impacter positivement l'administration, comme il peut l'impacter négativement. Donc, pour couvrir ce sujet, qui va s'articuler autour de cette axe, nous allons voir un cadre conceptuel sur la moralisation, puis les processus et les référentiels, les acteurs actifs et les instruments juridiques, les outils d'évaluation, et pour aboutir à la stratégie nationale de lutte contre la corruption, sa consistance, ses réalisations. Et pour être franc, il faut aussi avouer et dire quelles sont les contraintes et les limites actuelles. Donc, l'administration actuellement connaît aujourd'hui d'importants challenges. Et l'engouement éthique est de plus en plus dominant pour accompagner les défis de démocratisation et de transformation. Donc, la moralisation étant une prise de conscience individuelle pour faire ou pour différencier entre le juste et le faux, le bien et le mal. Alors, on assiste à 2 règles qui coexistent, la règle de morale et la règle de droit. Ça fait apparaître une influence réciproque entre les deux. Mais il reste, ou bien on peut dire que la moralisation est une assurance pour sécuriser la prise de décision au niveau et au sein de l'administration publique. La moralisation étant une approche préventive, dans la mesure où il met en place des garde-fous
pour les gestionnaires et pour les acteurs publics. On peut les considérer comme des règles de conduite. Mais lorsque se produit une déviation, il faut toujours compter sur la prévention et aussi sur l'incrimination et la répression. Donc, des actes qui peuvent se produire au sein de l'administration, ils doivent être incriminés, à l'instar de l'enrichissement illicite, le délit d'initié, le pot de vin, le détournement et ainsi de suite. Mais ce n'est pas la solution. La moralisation se veut une solution de fond. Donc, il interpelle une révolution éthique fondée sur une stratégie intégrée et des éléments d'action dont l'éducation reste la pierre angulaire. Nous avons l'exemple des pays développés et qui se basent principalement sur l'éducation en tant qu'élément fondateur, élément qui peut tirer vers le haut. Maintenant, on va essayer de voir le processus et les référentiels sur lesquels se fonde la moralisation au sein de l'administration. Alors, depuis les années 99, Sa Majesté, sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI, alors, c'était les premiers jalons de la moralisation en adressant une lettre au symposium sur l'intégrité dans l'administration, dans le service public. Alors, il y avait plusieurs initiatives qui étaient prises. Alors, les faits marquants, c'était d'abord les plans gouvernementaux. Il y a la mise en œuvre du cadre législatif après l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui a donné suite à la création d'un nombre très important d'institutions qui vont contribuer à la moralisation de la vie publique. En 2016, on a adopté aussi une stratégie nationale de lutte contre la corruption qu'on va découvrir par la suite. Et en 2017, un événement majeur, c'est celui de l'indépendance du ministère public. Dans ce processus, on peut constater une évolution culturelle par rapport au phénomène de la corruption. D'abord, avant les années 99, c'était un tabou. Personne n'ose parler de la corruption. Mais après l'avènement et le règne de Sa Majesté, on a osé de parler de la moralisation. Donc, on est dans une approche préventive. On se base sur la moralisation pour renforcer l'intégrité au sein de l'administration. Puis, juste après, on a reconnu l'existence de la corruption, mais dans un sens très étroit. C'est celui du pot de vin, Rchoua. Et après, on a le courage de parler et de décortiquer la situation et de parler qu'on a un mal qu'on doit attaquer tous ensemble avec la collaboration de toutes les parties prenantes. C'est celui de la corruption dans un sens élargi, et Et on a apprécié la gravité puisqu'elle impacte négativement la vie des citoyens et la vie économique. Donc, pour ne pas s'attarder, les référentiels de la moralisation, il y a les orientations royales dans un ensemble de discours. Il y a la Constitution qui a mis en place des organes de gouvernance et il a soulevé des principes de bonne gouvernance et aussi il y a les engagements internationaux, notamment l'adhésion du Maroc dans les conventions, la Convention des Nations Unies contre la corruption, de l'Union arabe, de l'Union africaine, et aussi les partenariats qui lient le Maroc, soit avec l'OCDE, et soit dans le cadre des gouvernements ouverts. Il y a aussi le programme gouvernemental qui a fixé dans son deuxième axe le renforcement des valeurs d'intégrité et la réforme de l'administration
et l'ancrage de la bonne gouvernance. À cela s'ajoute le nouveau modèle de développement qui a considéré parmi les leviers de changement l'administration. Pour les acteurs, alors comme vous le savez tous, il y a d'abord les instances constitutionnelles, le gouvernement en tant que l'acteur des politiques publiques. Il y a le Parlement dans ses attributions d'évaluer et de légiférer. Il y a le pouvoir judiciaire au niveau de l'incrimination. Il y a aussi les instances de gouvernance, et parmi eux le médiateur et l'instance nationale de la probité de lutte contre la corruption, et la presse, le secteur privé, la société civile, les citoyens. Pour les instruments juridiques, la moralisation s'inspire des sources constitutionnelles, notamment et les sources conventionnelles, c'est-à-dire ce qu'on a cité tout à l'heure, les conventions internationales, et les engagements et les sources législatives et réglementaires. Donc, plusieurs comportements ont été identifiés. La prévention des conflits d'intérêts et les cas d'incompatibilité. Il y a la prévention du trafic d'influence, l'accès à l'information, la déclaration de patrimoine, la motivation des décisions administratives négatives, la simplification des procédures. Vous voyez bien que chacun de ces actes, il peut donner suite à un acte réprimé par la loi. Par exemple, prenons comme exemple la simplification des procédures. Lorsqu'il y a des procédures qui sont opaques et qui ne sont pas transparentes, ça va donner lieu au pot de vin. Donc, on doit incriminer d'un autre côté tous les actes qui peuvent se produire comme le pot de vin, le trafic d'influence, le détournement, la dilapidation des biens, la concussion, et ainsi de suite. Alors, pour évaluer les efforts au niveau national, il existe un ensemble d'outils. Il y a des outils qui découlent des conventions et des partenariats du Maroc avec les autres pays, notamment la CNUC. Et il y a les indices de classement annuels, et le plus connu, c'est celui de l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International. Encore. Alors, le Maroc a fourni beaucoup d'efforts et l'année la plus remarquable, c'est celle de 2017, lorsqu'on a fait une amélioration au niveau des points, lorsqu'on a eu 3 points de plus, et ça nous a permis d'améliorer notre classement, mais pour les années 2018, 2019, 2020, il y avait une petite chute au niveau de cet indice. Il y a aussi le baromètre de Transparency International. C'est un rapport détaillé, descriptif, qui met le point et pointe du doigt les mots. Maintenant, nous avons été évalués au titre de l'année 2019. Il y a aussi les enquêtes. La dernière est celle de l'ancienne instance de prévention de la corruption, ICPC, qui a été réalisée en 2014 et qui avait comme objectif analyser le phénomène de la corruption dans sa globalité et développer des outils propres afin de suivre l'évolution des phénomènes. En plus de ça, il y a les examens pays. Alors, comme je l'ai cité tout à l'heure, le Maroc a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Au titre de cette convention, on a été soumis à 2 évaluations. La première au titre du premier cycle
et qui a concerné 2 chapitres, 3. Le chapitre 3 sur l'incrimination, répression, et le chapitre 4 sur la coopération internationale. C'était pour la période 2010-2015. Et la deuxième évaluation, c'est au titre de la période 2016-2021, et ça a concerné les chapitres 2, les mesures préventives et le recouvrement des avoirs. Alors, le bilan de ces 2 rapports, qui sont d'ailleurs publiés, l'un est publié dans 2 versions, analytiques et détaillées, c'est le du premier cycle, et le deuxième dans une version analytique. Alors, ils ont salué les efforts du Maroc et ils ont recommandé, comme pour tous les pays, des pistes d'amélioration. Alors, peut-être que nous sommes un peu loin au niveau de recouvrement des avoirs, mais pour les autres, la situation du Maroc par rapport à ces standards internationaux est encourageante. Alors aussi, il y a, dans le cadre du partenariat avec l'OCDE, le Maroc a été soumis à un scan d'intégrité. Et c'était très détaillé. Il a mis en lumière les défaillances. Alors cette étude, scan d'intégrité, a concerné 11 thématiques. Parmi celles-ci, il y a celle qui concerne l'administration. Je cite le renforcement de l'intégrité des secteurs publics au Maroc, la promotion de l'intégrité en renforçant l'administration fiscale au Maroc, l'intégrité du secteur privé, l'encouragement de la dénonciation, la corruption, ainsi de suite. Aussi, le Maroc a des engagements avec l'Open Government. Alors, il y a 18 engagements et on fait le suivi de ces engagements et l'état d'avancement de leur réalisation. Maintenant, la stratégie nationale de lutte contre la corruption, peut-être que c'est une première, puisqu'il a mis fin aux initiatives disparates qui étaient auparavant. Alors, cette stratégie a été pensée, réfléchie en concertation avec un ensemble de parties prenantes, à savoir la société civile, le secteur privé, les administrations publiques. Cette stratégie s'est basée sur une étude de risque au niveau d'un ensemble d'administrations. Pour cela, il a identifié un ensemble d'objectifs et de résultats. Donc, pour cette stratégie, on a une vision, c'est le renforcement de l'intégrité et réduire de façon significative la corruption au Maroc à l'horizon de 2025. Il fixe comme objectif majeur 2 objectifs principaux: inverser la tendance de manière irréversible et visible et renforcer la confiance des citoyens, améliorer l'intégrité des affaires et le positionnement du Maroc international. Alors, cette stratégie s'est déclinée en 30 objectifs opérationnels, 10 programmes avec 10 départements ministériels qui les chapeautent. Il est lancé sur 3 étapes: une phase de lancement, une phase 2016-2018, une phase d'extension, c'est 2006-2018, 2019-2021, la phase d'extension, et une phase finale, c'est celle de 2022-2025. Alors, pour le mode de gouvernance de cette stratégie, il est confié à la Commission nationale anticorruption, la CNAC, présidée par le chef de gouvernement. Cette commission regroupe des départements ministériels, des instances constitutionnelles et autres institutions, la société civile et l'acteur privé. Alors, jusqu'à maintenant, cette CNAC a tenu 2 réunions et on se prépare pour tenir la 3e réunion. Pour ce qui est de réalisation, encore, voilà. Pour ce qui est des réalisations,
Je ne cite que les faits les plus saillants. Alors, nous avons le lancement du portail de réclamation. C'est un portail qui permet l'interactivité avec les citoyens et le traitement de leurs réclamations. Il y a aussi la promulgation et la mise en œuvre de la loi sur le droit d'accès à l'information. C'est un droit qui a été constitutionnalisé et on l'a mis en œuvre. Il y a la ligne directe du ministère public, et ça dans le cadre de l'encouragement des citoyens pour dénoncer les actes de corruption. Alors nous avons comme statistique jusqu'à la fin de décembre 2019, 110 suspects qui ont été arrêtés en flagrant délit. Peut-être que le nombre n'est pas signifiant, mais c'est le début. Alors on a pu mettre la main sur des sommes d'argent variant entre 200 jusqu'à 300 000 dirhams. Il y a aussi une réalisation que je considère très importante, c'est la refonte de la loi de l'instance nationale de lutte contre la corruption. Cette loi a permis d'identifier 4 objectifs majeurs. Il y a premièrement l'élargissement du concept de corruption, l'élargissement des missions de l'étendue des domaines d'intervention, la mise en place de mécanismes qui répondent aux attributs des tâches confiées à l'instance en matière d'investigation et d'enquête, et enfin la révision des attributions des organes de l'instance. Donc on compte beaucoup sur cette instance pour accélérer un petit peu le rythme de moralisation et de lutte contre la corruption. Et en tant que projet en cours de réalisation, nous sommes en mesure de préparer un projet de révision de cadre juridique sur la déclaration du patrimoine. Vous savez l'importance de ce projet pour identifier les enrichissements illicites et pour moraliser la vie administrative. Il y a le deuxième projet sur la mise en place d'un cadre juridique sur le conflit d'intérêts. Et il y a aussi la mise en place d'un nouveau cadre juridique pour les lanceurs d'alerte au Maroc. Vous savez, le mal de la corruption, c'est le consensus qui peut exister entre le corrupteur et le corrompu. Donc, on ne peut pas les détecter facilement. Mais si on encourage les gens à dénoncer, ce serait la meilleure solution. Et c'est d'ailleurs la bonne pratique qui contribue à l'intégrité de la vie administrative. Alors, ce nouveau texte vise la promotion de la transparence, l'intégrité et valoriser les comportements positifs et le renforcement de l'état de droit et le principe de responsabilité et de lutter contre l'impunité, établir les canaux de communication pour faciliter le signalement et accorder la protection des dénonciateurs. Il y a aussi un projet de code d'éthique pour les fonctionnaires. Alors, remarquez bien que la moralisation, il doit se baser sur la prévention. D'ailleurs, c'est une consistance de prévention plus que de sanction. Alors, ce nouveau texte vise le renforcement de l'intégrité des fonctionnaires pour rétablir la confiance des citoyens et des usagers, imposer le respect des principes d'éthique dans la fonction publique, avoir un cadrage clair et précis du travail des fonctionnaires et consacrer et soutenir les principes de base tels que le respect de la loi, la neutralité, la transparence, l'intégrité et l'intérêt public. Donc, c'était grosso modo l'ensemble des réalisations. Maintenant, je passe rapidement aux contraintes qu'on a tirées d'abord de la feuille de route faite par l'instance à l'occasion de la deuxième commission, la deuxième réunion de la CNAC. Alors, pour les contraintes constatées, d'abord, il y a un classement insatisfaisant au niveau international. Alors, malgré tous les efforts fournis,
Alors, on a une chute, notamment ces 3 dernières années. Il y a aussi des réalisations certaines, mais qui n'ont pas un grand impact sur les citoyens. Aussi, on peut dire qu'il y a un système de coordination qui mérite d'être systématisé. Il y a aussi le problème de l'inexistence de mécanismes efficaces de suivi, d'observation des mesures, des résultats et d'évaluation d'impact, notamment au niveau de la stratégie en tant que choix étatique. Aussi, on a remarqué aussi qu'il y a une faible implication des acteurs gouvernementaux qui restent toujours limitée. Et finalement, il y a des difficultés percées à intégrer d'office la société civile. Alors, c'était les actes de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup, Bahta Mustafa, de cet exposé complet et très riche, très clair sur la problématique de la moralisation des services publics ou bien carrément sur la lutte contre la corruption pour dire les choses clairement au lieu de parler autour.